La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Nous savons tous que les sociétés évoluent, que de grandes civilisations peuvent se développer pendant plusieurs millénaires, puis disparaître, laissant des vestiges parfois impressionnants, sous forme de monuments gigantesques, mais aussi de partage de savoir d'une manière ou d'une autre. L'une des plus importantes est évidemment l'Égypte des pharaons, qui nous révèle une société extraordinaire, grâce aux objets, aux stèles, aux images, aux inscriptions retrouvées dans les temples et les tombes des rois. J'ai aujourd'hui avec moi l'égyptologue Amandine Marchal, qui est spécialiste de l'Égypte ancienne et qui intervient beaucoup dans les médias pour partager son savoir avec le public. Amandine a soutenu une thèse de doctorat en 2013 à l'École des hautes études en sciences sociales de Toulouse sur la vie des enfants au temps des pharaons. Plus précisément, les enfants en Égypte ancienne des époques prédynastiques à la fin du Nouvel Empire. Bonjour Amandine. Bonjour. Lorsqu'on parle de l'Égypte ancienne, on pense évidemment aux pharaons, aux fastes qui les entouraient, et aussi à l'importance des connaissances de l'époque dans beaucoup de domaines. Une condition nécessaire pour redécouvrir tout ça est la connaissance du langage. Vous nous parlerez tout à l'heure du déchiffrage des hiéroglyphes, mais auparavant, j'aimerais que vous nous parliez de ce qu'on sait de la vie des gens à l'époque des pharaons, et plus particulièrement des enfants. Comment vivait-on au temps des pharaons ? Alors, la question est très vaste puisqu'on parle d'à peu près 3000 ans. Donc, le comment vivait-on va dépendre de la période, il va dépendre du statut social. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on ne peut pas répondre à une question pareille. On peut avoir effectivement des pistes sur certaines périodes ou pour certaines catégories sociales. Il faut toujours avoir en tête que ce qu'on connaît le mieux, je dirais comme partout, c'est la vie des élites, puisque c'est eux qui ont laissé des textes, c'est eux qui ont laissé des objets, c'est leurs tombes qu'on visite. Donc, c'est vrai que ce que l'on connaît le plus de la civilisation des pharaons, c'est la vie des nobles, c'est la vie de la famille royale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu plus les invisibles, c'est un peu plus les gens dont on ne parle pas ou dont on ne sait pas forcément grand-chose. Alors, ça veut pas dire que j'ai beaucoup plus d'infos à donner sur le sujet, mais c'est vrai que ces gens-là, ils sont, quand je dis invisibles, l'artisan, le boulanger, l'embaumeur, ces gens-là, ils ne sont pas visibles dans les musées. Tout simplement. Et comment on peut avoir des informations alors sur ces gens-là ? Alors, on en a, mais alors c'est vraiment au compte-gouttes. On va en avoir parce que on va avoir des représentations, notamment sur les tombes de nobles à certaines périodes, qui font état d'activités, par exemple de surveillance ou de direction. Par exemple, un directeur de scribes qui, eux, s'occupait des récoltes ou un directeur qui s'occupait d'une corporation d'artisans. Donc à ce moment-là, on va retrouver des témoignages de scènes qui les montrent en train de travailler. On a une très très belle tombe dans la vallée des Nobles. Donc on est en face de Luxor, dans la montagne thébaine, la tombe du vizir Hermire, où on a je sais pas, peut-être une trentaine de métiers différents qui sont évoqués, avec vraiment des gens qu'on voit en action. Alors parfois, on a des doutes effectivement sur certaines choses parce qu'on n'a pas de légende ou assez rarement. Mais on voit ces gens en action, on voit ces gens au travail, donc on a des infos là-dessus. On peut avoir de temps en temps, mais c'est quand même assez rare, des informations à travers le mobilier qu'on va trouver dans les tombes, sachant que pour les tombes de la plupart des gens qui sont relativement modestes, on va retrouver quelques bijoux, on va retrouver quelques offrandes alimentaires, pas forcément des témoignages de leur profession. Et on peut avoir aussi quelques textes. Et alors on a notamment un texte qui est assez intéressant, très propagandiste par ailleurs. On est sur la propagande scolaire, qu'on a surnommé en égyptologie la satire des métiers. Et c'est un texte qui veut convaincre les élèves que le meilleur métier au monde, c'est celui de scribe, c'est-à-dire celui de fonctionnaire. Et donc, ce texte, qui est quand même relativement long, si on le prend vraiment dans son entier, cite tous les métiers manuels qui existent à cette époque-là, en faisant chaque fois ressortir les contraintes, les défauts de ces métiers. Alors, on voit bien que c'est exagéré, mais ça nous donne aussi quand même des informations, malgré tout, sur la pénibilité, notamment de certains de ces métiers. Donc voilà à peu près quelles sont les pistes qui nous permettent de savoir à peu près comment on vivait en Égypte ancienne. Est-ce qu'on sait si les enfants étaient scolarisés ou on doit savoir là aussi des informations que sur certaines catégories de personnes ? Oui, et à certaines périodes également. On a des traces d'institutions scolaires. Il y en avait deux. On a un lieu d'enseignement
Donc c'est vraiment la traduction littérale qu'on appelle l'Atséba'it. On a un autre lieu qui s'appelle le Père Or, qui veut dire la maison de vie. Alors, dans l'absolue situation idéale, on débutait dans l'Atséba'it et on poursuivait dans le Père Or, mais ça nécessitait les 2 bâtiments à proximité, ce qui n'était pas le cas partout. Et donc, on voit que parfois, on a dans ce qu'on appelle les maisons de vie qui se sont substituées finalement à l'établissement scolaire de premier plan pour les élèves. Alors, qui allait à l'école? Grande question. On a retrouvé pour l'instant 2 écoles. On a seulement 2 attestations d'école d'un point de vue archéologique. Alors, on a beaucoup plus de mentions, donc quand je dis école, de maison de vie. On en a beaucoup plus dans les textes, avec notamment des titres, scribe de la maison du Père Or de tel endroit. Mais d'un point de vue archéologique, on n'a pas encore réussi à identifier d'autres écoles. Donc on en a retrouvé 2 et j'ai eu la grande chance de pouvoir en fouiller une. Donc ça, c'était un moment absolument magique parce que déjà on fouille en Égypte, donc rien que ça, c'est déjà super. Et en plus, moi, par rapport à mon travail effectivement sur les enfants d'Égypte ancienne, c'était assez fantastique de fouiller cette école, alors qui est relativement petite. On estime qu'il y avait maximum 30 élèves, donc ce qui correspond quasiment à une classe aujourd'hui. Donc des écoles relativement petites qui accueillaient tout simplement les enfants des fonctionnaires, les enfants des prêtres, qui étaient destinés eux-mêmes à devenir par la suite des prêtres, donc finalement les enfants des gens qui faisaient fonctionner l'administration du temple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit que dès l'Antiquité, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on pose la question aux enfants, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? C'est pas une question qu'on posait aux enfants. Le fils du paysan était paysan, enfin, serait amené à être paysan comme son père. Pareil pour les embaumeurs, pareil pour les enfants des prêtres, des nobles qui suivaient finalement le même parcours que le père. Et ce qui était très intéressant dans cette fouille, c'est que j'ai pu trouver des brouillons scolaires. Donc on voit finalement que les méthodes... Écrits sur des pierres, alors, écrits sur des pierres, parce que le papyrus coûte cher. Donc effectivement, on emploie des pierres ou des morceaux tout simplement de poterie cassés. Donc on récupère les gros morceaux. Donc soit gravés, soit peints à l'encre. Et on voit que les méthodes d'apprentissage sont finalement assez semblables que les nôtres. On voit le même signe, par exemple, qui va être reproduit de plusieurs reprises, de façon à ce qu'on voit vraiment que l'élève le maîtrise. Et on se rappelle tous qu'on a fait plein de lignes de lettres, nous aussi, quand on était plus petits. Et surtout, ce qui, moi, en fait, m'a particulièrement touchée, c'est que c'est la première fois que j'avais, en fait, sous les yeux et dans mes mains, des traces des enfants. En fait, les enfants, quand je lis, ils sont invisibles, ils sont partout en Égypte ancienne, mais pour autant, les textes qu'on en a été écrits par les adultes, les vêtements, ça va être la même chose, les jouets que les enfants puissent faire eux-mêmes, malheureusement, pour l'instant, on n'en a pas vraiment. Les bijoux qu'ils pouvaient porter, enfin, vraiment tout ce qui touche au domaine de l'enfance, finalement, est issu des adultes, du monde des adultes. Et là, c'est la première fois que j'avais quelque chose fait par un enfant, et donc ça, c'est assez magique. Ah oui, ça devait être extraordinaire, ça. Et vous disiez qu'il y avait des textes écrits, alors ça je ne savais pas, avec de l'encre sur la pierre? Oui, alors c'est ce qu'on appelle ostracone au singulier, ostraca au pluriel. Donc ce sont soit des éclats de calcaire qui ont une surface à peu près plate, c'est vraiment typique de la montagne thébaine, soit des morceaux de poterie qui de fait ont une surface plate également. Et donc on va utiliser de l'encre, donc soit pour dessiner, soit pour écrire, donc notamment des dictées, ou pour reproduire certains signes. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que par rapport à ces brouillons, on a aussi, donc quand je disais des possibilités d'entrevoir les méthodes scolaires, on voit que dans certains cas, ils se sont trompés. Les hiéroglyphes, on les écrivait aussi bien de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche. Et dans certains cas, on voit que l'enfant il s'est un peu trompé de sens sur certains signes, ce qui est intéressant parce que ça nous montre donc qu'il n'avait pas le modèle sous les yeux et que donc c'est de mémoire en fait qu'il a essayé de restituer ce qu'on lui a demandé d'écrire. Mais je croyais justement, on va parler des hiéroglyphes, je croyais que les hiéroglyphes étaient l'écriture de, comment dire, au niveau des pharaons, reliés aux dieux en fait. Et donc il y avait 2 écritures, c'est ça? Il y avait les hiéroglyphes et le démotique, c'est ça? À l'égyptien ancien, oui. Effectivement. Alors oui, c'est en rapport avec les dieux effectivement, puisque alors déjà le mot grec hiéroglyphe, c'est l'écriture sacrée. Les Égyptiens appelaient les hiéroglyphes, donc ils appelaient ces signes Medunetcher, ce qui veut dire en fait parole du dieu. Et le dieu en question, c'est le dieu Thoth qui est censé avoir inventé l'écriture. Donc effectivement, cette écriture, elle a un caractère sacré, à la fois par les signes et par rapport à ses représentations aussi, puisqu'on est donc sur des dessins qui servent à écrire. Et en Égypte ancienne, aussi bien l'écrit
que l'image a un certain pouvoir magique. Et on le voit pour certains hiéroglyphes qui représentent, alors on le voit surtout à l'Ancien Empire, qui représentent des animaux dangereux. Dans certains cas, on a représenté l'animal, mais en séparant la tête du reste du corps pour justement annihiler le côté dangereux de cet animal. Donc on voit bien que cette écriture, elle a effectivement une vocation magique. Et cette écriture, les hiéroglyphes, ça a été perdu pendant longtemps. Je me suis demandé pourquoi ça a été perdu, parce qu'on sait que ça a été retrouvé, on sait à quelle époque, enfin on peut en reparler, mais pourquoi est-ce qu'on a oublié ? Alors il y a une très très longue évolution qui a mené effectivement à cet oubli. Ça s'est vraiment pas fait du jour au lendemain. Déjà, il faut vraiment avoir en tête que très très peu d'Égyptiens savent lire et écrire l'égyptien. Oui, alors quand je dis l'égyptien, effectivement, il y a l'écriture hiéroglyphique, qui est une écriture sacrée, et il y a le hiératique, qui est une écriture cursive beaucoup plus rapide. On va dire c'est presque un peu le langage SMS d'aujourd'hui. L'idée, c'est justement de ne pas perdre du temps à écrire les hiéroglyphes, de façon à pouvoir tout simplement déjà prendre des notes quand on nous dictait, quand on dictait une lettre. C'est vrai que s'il avait fallu l'écrire en hiéroglyphes, ça prenait du temps. Donc très rapidement, on va avoir ces deux systèmes d'écriture. Donc la belle écriture, l'écriture sacrée qu'on va retrouver sur les murs des temples, sur les murs des palais, sur les stèles funéraires, sur les parois de tombes, et c'est à peu près tout. Et donc le reste du temps, en fait, pour la vie quotidienne, ceux qui maîtrisent l'écriture vont maîtriser le hiératique et pas forcément le hiéroglyphique. Ça, c'est la première chose. Ce qui fait que déjà, sur une population qui est très très largement illettrée, on estime qu'il y a 3-4% des gens qui savaient lire et écrire à cette époque-là, on en a encore moins qui savent maîtriser l'écriture hiéroglyphique. Par la suite, quand les Grecs vont arriver, la langue grecque va se répandre en Égypte. On va également avoir ce qui va aboutir au copte, à savoir que on écrit la langue égyptienne avec une écriture grecque un petit peu déformée. Mais ceux qui lisent le grec, du coup, ont beaucoup plus de facilité à comprendre le copte. Donc ça n'a pas aidé non plus. Et en fait, quand l'empereur Théodose Ier fait fermer les temples dits païens dans l'Empire romain, et à ce moment-là, l'Égypte n'est plus un pays, c'est une région de l'Empire romain, les seuls, en fait, qui savaient encore lire les hiéroglyphes et qui savaient les écrire étaient les prêtres. Donc on sait qu'ils vont perdurer dans leur rite pendant quelques siècles encore en secret, et par la suite, tout simplement, il n'y a plus personne pour faire vivre cette écriture, pour faire vivre tout simplement les textes liturgiques, et donc l'égyptien va être oublié, l'égyptien hiéroglyphique. Donc en fait, il faut attendre l'époque de Champollion pour déchiffrer les hiéroglyphes. Merci beaucoup, Amandine. Avec grand plaisir.